Épisode du lundi 9 octobre. Mon nom est Martin Simon avec un C et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à F1 Podcast. Pour vous, aujourd'hui, un retour sur le week-end de course au Qatar. À la fin de l'épisode, réponse à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot à commercial gmail.com. Et pour débuter, actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de FSR Team qui disputait la semaine dernière la deuxième manche de leur championnat sur le circuit de Sardinia, un tracé aux murs rapprochés qui se font un devoir de rappeler aux pilotes de demeurer honnêtes dans leurs manœuvres. Félicitations à tous ces pilotes, mais plus particulièrement à Mathieu Dion dans la division Académie pour sa deuxième place en marathon, à Jean Sarrazin pour sa victoire en sprint dans la division 4 et à Steve Morin pour son doublé de podium dans la division 2. Le groupe Facebook FSR Team vous invite à aller suivre pour ne rien manquer de l'action qui reprendra sur la chaîne YouTube du GTCQ TV. Dans l'actualité, ce qui a retenu l'attention pas mal tout le week-end, mais plus précisément, ça a débuté samedi, c'est le manufacturier, le fournisseur de gomme officiel de la Formule 1 qui a soulevé une inquiétude face à son produit. Vous savez comment ça fonctionne en Formule 1? Il y a des analyses qui sont faites sur les gommes entre chaque séance. Donc, ce qu'on veut voir, c'est si notre étude, ce qu'on avait fait en simulation, se passe la même chose dans le point de vue physique. Donc, est-ce que les données qu'on voit dans l'utilisation physique viennent coordonné avec ce qu'on avait dans nos simulations. Eh bien, pour le week-end au Qatar, ce n'était pas le cas. Donc, on a tombé inquiet du côté du manufacturier Pirelli. On avait peur que le pneu fasse une séparation dans le flanc. Donc, on voyait que le composé commençait à se défaire de la garniture et on voyait même les câbles de la carcasse du pneu. Donc, le cordage du pneu était visible après à peine quelques tours en piste le vendredi. Donc, rendu au samedi matin, on a soulevé l'inquiétude. On a voulu même corriger sur la piste. Donc, les voitures, on a rechangé les limites de piste pour que les voitures évitent ces fameux vibreurs-là. Puis là, on a soulevé la question de dire on va refaire une étude à la fin de la sprint pour voir si dimanche, on limitera pas le temps d'utilisation pour les pneus. Donc, c'est-à-dire mettre un maximum de tours possible sur chaque gomme pour éviter ce problème-là. Parce qu'on se disait que le point névralgique se trouvait aux alentours de 20 tours. Donc, un peu plus que 20 tours, on commençait à être sur un certain danger. Encore là, on veut toujours rassurer tout le monde. On dit, on n'a pas mis personne en danger, c'est pas là, on l'a vu à temps, c'est une usure précoce, donc on veut juste éviter que cette fameuse usure-là prématurée vienne causer des problèmes ou mettre les pilotes en danger. Donc, on commençait à plus essayer de trouver à quel temps le danger serait contrôlable, donc d'éviter ça. Donc, c'était où vraiment le point névralgique, donc aux alentours de 20 tours que ça se situait. Donc, on avait déjà des pourparlers que la journée de dimanche, on pouvait implanter ce tour maximum-là au pilote pour les gommes. Et ça tombait très, très mal pour Pirelli parce qu'on avait ciblé ce week-end-là pour faire l'annonce que notre partenariat avec la Formule 1 allait se poursuivre, du moins jusqu'à au moins 2027, avec une année d'option pour 2028. Alors, vous comprendrez qu'avec ce qui s'est passé, on a décidé de mettre ça sur la glace. Il y a certains journalistes qui en ont parlé du bout des lèvres, comme quoi c'était bel et bien fait, c'était confirmé, mais Pirelli a préféré ne pas procéder à l'annonce-là. C'est sûr que là, devant la planète entière, on comptait là-dessus pour dire nous sommes Pirelli, on fait des gommes de haute performance pour le sport de rapidité qui est la Formule 1, le summum du sport automobile. Nous, on est capable de produire ces gommes-là. On va poursuivre jusqu'à 2027 avec notre partenariat, mais là, ça tombe un peu mal dans un week-end où on commence à penser qu'on s'est planté puis nos pneus ne vont pas résister au stress qui va être imposé par le circuit de Losail. Donc, c'était vraiment pas le temps. Donc, on a décidé de plus reporter ça. Mais vous pouvez le prendre pour acquis. Pirelli restera le manufacturier de pneus de la Formule 1. On avait parlé de peut-être que d'autres manufacturiers pourraient rentrer dans la partie, mais on veut toujours jouer on veut standardiser. On veut plus retomber dans des bagarres de plusieurs manufacturiers de pneus. Là, on veut vraiment n'en garder qu'un, mais on n'aura pas de changement. Ça va quand même bien que Pirelli. Là. Oui, ça tombe mal ce week-end-là, mais généralement, on est très, très avant-gardiste dans nos produits. On essaie toujours d'innover. On essaie toujours aussi de trouver des façons de faire un compromis entre l'usure du pneu, mais aussi conserver une forme de spectacle. On veut pas que les voitures n'usent pas leurs pneus et que ça soit infaillible. C'est aussi dans le but du jeu, c'est de créer un pneu non plus qui n'est pas infaillible. On pourrait sûrement essayer de créer un pneu qui durerait 50 tours, mais ça serait pas intéressant pour les gens qui regardent les courses à la TV. Donc, on réussit vraiment à essayer de travailler là-dessus, de voir le meilleur compromis qu'on peut faire pour garder
un usure, mais aussi la sécurité des pilotes, ce qui n'était malheureusement pas le cas lors du week-end. C'est ce qui conclut l'actualité. Maintenant, passons au week-end de course. Le week-end de course après une sprint shootout, c'était le jeune Oscar Piastri qui reprenait où ce qu'il avait laissé la semaine dernière. Beaucoup de confiance, on le voit, son talent, il est vraiment en train de faire une belle démonstration de tout le potentiel qu'il a. Et c'est lui qui a signé la pole position pour cette course sprint. Il a devancé son coéquipier Lando Norris et Max Verstappen. Donc ça nous donnait le droit à une grille un peu plus diversifiée qu'on a à l'habitude. Donc on est bien habitué d'avoir Verstappen en tête depuis plusieurs Grands Prix. Mais là, c'était un vent de fraîcheur de voir Oscar Piastri s'élancer premier. C'était surtout de voir est-ce qu'il allait être capable de résister aux attaques, même si c'était seulement une course de 19 tours. On lui avait parlé chez McLaren qu'on aimerait le voir être capable de garder sa constance en course. Donc, on a souvent tendance à remarquer qu'il va ralentir donc en milieu d'épreuve. Des fois, c'est soit il a trop usé ses gommes, des fois, c'est juste d'être capable de conserver le rythme. Donc, ça fait toute partie de l'expérience. Donc, il est capable de dominer une course ou d'être constant tour après tour lors d'un Grand Prix. Donc, c'est des choses qui s'apprennent avec l'expérience. Eh bien, Oscar Piastri avait une chance de le faire lors de la course sprint. Dès le départ, eh bien, c'est George Russell qui a sauté sur l'occasion de le dépasser. Mais là, ça a été une course là qui a été... il y a eu beaucoup d'action, mais l'action s'est pas vraiment déroulée en piste. L'action s'est surtout déroulée dans des bacs à gravier un peu partout. Là. Il y a plusieurs pilotes qui n'ont pas terminé cette course-là. Moi, là, c'est quelque chose que ça commence à m'agacer un peu. Là. Les courses sprint, vous savez, déjà, je suis un grand puriste du sport. J'ai mon petit côté conservateur, que j'aime ça garder les choses comme ils sont, mais je suis aussi ouvert d'esprit dans le sens que si on est capable de proposer un progrès et quelque chose qui est le fun, eh bien, j'accueille ça à bras ouverts. Moi, j'aime la compétition, j'aime que les pilotes peuvent courser, démontrer leur talent. Sauf que où ce que ça commence à m'agacer, c'est qu'on nous dit qu'on veut apporter la Formule 1, on veut essayer d'attirer des nouveaux partisans au sport, des nouveaux amateurs. C'est pour ça qu'on sort cette fameuse formule sprint-là. Sauf que là, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose de prendre un week-end au complet pour de la course. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis un passionné de la Formule 1. J'en mange. Ça me coule dans le sang. J'ai aucun problème à consacrer un week-end à écouter de la course automobile. Sauf que j'essaie de me positionner dans la personne qui n'est pas nécessairement un amateur de course, qui n'a pas ça en lui, qui découvre la Formule 1. Là, on lui dit, écoute, le vendredi, prends congé de ton travail parce que on va avoir une séance de cédille puis on va avoir une qualification qui va compter pour le Grand Prix de dimanche. Là, vous allez me dire, mais Martin, il n'est pas obligé de prendre congé. Dans la nouvelle ère, on a des façons d'enregistrer ça, tout ça. Je suis bien d'accord avec vous. Sauf que faut qu'il prenne ce moment-là. S'il veut suivre, faut qu'il l'écoute. Il l'a enregistré. Ben, en arrivant chez eux le vendredi soir, faut qu'il trouve une manière de faire ce rattrapage-là. Soit d'écouter la séance de cédille, mais au moins écouter la qualification qui compte pour le dimanche. Après ça, le samedi, qu'est-ce qu'il fait le samedi? Bien, le samedi, on lui demande consacre ton avant-midi parce qu'on va faire une sprint shootout. Donc, il y a un certain moment dans l'avant-midi où il va falloir que tu te positionnes devant ta TV pour écouter ça. Puis on lui demande de revenir en après-midi parce que là, on va lui présenter une course sprint. Jusque-là, ça va si vous avez du temps dans votre horaire ou si vous avez bien de la place pour enregistrer tout ça, puis après ça, vous êtes capable de faire un trou pour tout faire ce rattrapage-là, ça va. Sauf que tout ce temps-là, pour une course, que là, tout d'un coup, on tombe dans des voies avec des voitures de sécurité, des accidents, puis le nombre de tours ne fait que réduire. Plus que le temps passe, plus que les tours réduisent, puis on n'a pas vraiment d'action en piste. Des accidents, des sorties de piste, mais on n'a pas vraiment la chance de voir les bagarres ou de remonter le peloton parce que c'est constamment arrêté, puis là on lance la voiture de sécurité, puis là on voit les tours descendre, on voit les tours descendre, on voit les tours descendre. Un peu comme on avait eu, c'est la dernière course sprint, si je me rappelle bien, on avait pratiquement roulé derrière la voiture de sécurité pendant peut-être 25-30% de l'épreuve. Donc, ça se ramasse qu'à la place d'une course de 19 tours, ben là, ça devient, c'est plus juste une course sprint, c'est une course sprint, parce que c'est rendu des 11-12 tours. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup de troubles pour peu de tours. Donc, il faut proposer une solution. Il faut que la Formule 1, il faut que Liberty Media, la FIA, tout le monde s'assied ensemble et trouve c'est quoi qu'on fait. Est-ce qu'on sort le drapeau rouge ou sitôt qu'il se passe de quoi en mode sprint? La voiture de sécurité sort, ramène les voitures au puits, on met les fans, on sort les mécaniciens viennent mettre les fans pour être sûr que ça ne surchauffe pas, qu'on garde tout ça aux bonnes températures, puis on relance une fois que
les débris sont enlevés sur la piste, puis on fait une relance derrière la voiture de sécurité, un peu dans le même concept qu'on fait là, sauf que d'arrêter de brûler des tours derrière la voiture. Aussi, l'autre chose, la raison pourquoi on dit que les tours comptent, c'est qu'on met la réserve de carburant selon le nombre de tours qu'on est obligé de faire. Est-ce qu'on oblige les écuries à dire en course sprint, c'est pas la fin du monde, de toute façon, normalement, le dimanche, ils ont du carburant pour se rendre à plus de 50 tours, 60 tours. Donc là, c'est une course sprint. Est-ce qu'on dit minimum, vous avez 25 tours de carburant? Comme ça, si on a des tours à faire derrière la voiture de sécurité, ben on a jusqu'à 5 tours qui ne comptent pas. Donc, on s'assure un peu de conserver cette course sprint-là, qu'on ait un spectacle, qu'on n'ait pas tout passé notre avant-midi, notre vendredi au complet, notre samedi avant-midi, plus notre dimanche après-midi, pour finalement arriver à une course qui dure à peine 12 tours ou 11 tours. Là. La sprint que j'appelle. Encore là, je ne parle pas pour moi. Je me mets dans la position qu'on essaye d'aller chercher des nouveaux partisans de Formule 1. Moi, j'ai pas de problème. S'ils me disent, Martin, on va même faire une course le lundi aussi, on va en faire une, ça va contre pas au championnat ou ça va donner des points, moi l'écouter la course le lundi. S'ils disent qu'on en fait une le mardi aussi, moi l'écouter le mardi. Ça, c'est pas de problème avec ça. Mais c'est la personne qu'on essaye de dire, de positionner devant son téléviseur, de dire, regarde la Formule 1, c'est intéressant, tu vas en avoir pour ton argent, ça vaut la peine, ben, de lui dire, consacre tout ce temps-là pour 11 tours ou 12 tours, je trouve que ça commence à, ça fait dur. Fait que c'est ça. Moi, c'est la chose qui commence à m'agacer. Ça fait juste 2 courses sprint qu'on a cette situation-là, sauf que c'est quand il arrive des situations que c'est le temps de l'adresser, de voir, ça devient peut-être une problématique, il faudrait penser à corriger ça pour le futur. Donc, il y a eu plusieurs relances, il y a eu, c'est ça, on a eu du temps pour essayer de rattraper quelqu'un, finalement, après ça, il y avait quelqu'un d'autre qui allait tomber dans le bac à gravier, il y avait des accrochages, donc il y a plusieurs pilotes qui ont perdu leur journée là-bas. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que les pilotes ont pris des risques. On avait peur, là, quand le format sprint avait sorti, il y en a qui disaient, on va pas, les gars, ils vont tous jouer conservateur, on prendra pas nécessairement de risques, on ne voudra pas endommager les voitures puis compromettre notre course pour le lendemain, mais c'est pas ça qui est arrivé là. Ça fait une coupe de course sprint, pardon, qu'on voit beaucoup d'actions et les pilotes prennent la charge, prennent vraiment ils vont avec le couteau entre les dents pour essayer vraiment d'aller chercher ces points-là qui sont disponibles sur le tableau. Ça aussi, il n'y a pas beaucoup de points qui sont disponibles. Là. Il y a juste les 8 premières voitures qui marquent des points. Donc, il y a beaucoup de voitures à l'arrière qui prennent justement des plus gros risques. On essaie de prendre des bouchées doubles pour aller se positionner dans les points parce que sinon, on course un peu pour rien. Il y a beaucoup de voitures qui coursent pour rien lors des épreuves sprint. Eh bien, ça pour dire, au moins, on a été récompensé. À la fin de l'épreuve, on a eu le jeune Oscar Piastri qui a eu, on peut dire, sa première victoire en Formule 1, même si c'est une course en sprint, mais c'est la première fois qu'il terminait premier, qui avait l'honneur de terminer devant toutes les autres voitures. Il le mérite bien. C'est lui, depuis quelques Grands Prix, qui fait le mieux après Max Verstappen. Donc, c'était rafraîchissant de le voir. On avait fait aussi, nous, la capsule sur Oscar Piastri la semaine dernière, donc ça tombait à point. Pour les gens qui ont eu la chance de l'écouter, ben vous saviez un peu plus, vous en connaissez un peu plus sur le numéro 81, donc ça fait encore, on vient encore être plus heureux de le voir réussir quand on sait ce qu'il a traversé pour réaliser son rêve et en venir à être un gagnant dans une course sprint. C'est aussi très rafraîchissant pour l'écurie McLaren. On en parle depuis plusieurs épisodes, à quel point ils sont revenus de loin, qu'ils ont mis les bouchées doubles, beaucoup d'efforts pour être capables de revenir où ce qu'ils devrait être, parce qu'il n'y a pas de surprise là. McLaren n'est pas une écurie qui devrait rouler en fond de peloton. C'est une écurie mythique en Formule 1. Ils ont une riche histoire, donc c'est important pour eux qu'ils roulent à l'avant. C'est aussi important pour la Formule 1 que cette écurie-là performe et se battent avec les autres écuries comme Ferrari, comme Mercedes, que ce soit pas toujours les mêmes qui roulent à l'avant. On a eu Aston Martin en début de saison qui est venu se joindre à la fête. Ça, c'était un peu une surprise. Ils sont partis de 7e au classement. Mais que McLaren ait aussi régressé en début de saison, ça aussi, c'était une surprise. Mais qu'on les revoit revenir à l'avant puis que des pilotes de grands talents comme Lando Norris, comme Oscar Piastri peuvent se faire valoir aux côtés des Max Verstappen, des Lewis Hamilton, des George Russell, des Fernando Alonso, des Carlos Sainz, des Charles Leclerc. C'est ça qui est intéressant pour la Formule 1. Donc, bonne nouvelle pour ça qu'Oscar Piastri a gagné. Devant Max Verstappen. Lui, Verstappen, au départ, il a perdu énormément de positions. Il s'est retrouvé 5-6e, a réussi à remonter tout au long de la piste. S'il avait eu un peu plus de tours ou un peu moins de tours derrière la voiture de sécurité, persuadé qu'il aurait sûrement attaqué Piastri en fin d'épreuve. Ça aurait été intéressant de voir ça. Mais non, on s'est fait priver par justement trop d'arrêts et trop de neutralisation. C'est ça qui a gâché un peu le spectacle. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'en ai assez parlé déjà. Après ça, Lando Norris, 3e. Un autre McLaren, ça aussi c'était intéressant. George Russell, 4e. 5e pour Hamilton, Carlos Sainz, 6e, Alex Albon, 7e, Fernando Alonso, 8e, Pierre Gasly, 9e, Valtteri Bottas, 10e, Yuki Tsunoda,
11e, et Charles Leclerc 12e, ensuite 13e Magnussen, 14e Joe et 15e Lance Stroll. Les autres n'ont pas terminé. Et le pilote important qui devait terminer l'épreuve, qui devait s'assurer d'aller chercher des points pour rester en vie dans le championnat, eh bien c'est Sergio Perez. Mais lui, il a vu sa course être annulée avec une bulle au cerveau un peu d'Esteban Ocon. Après ça, il y a eu un effet de chaîne avec Hülkenberg et Perez en a payé la note aussi. Donc, ça lui a coûté le championnat, mais on va mettre des parenthèses dans ça. Je pense que le championnat, il se l'est coûté lui-même bien avant ça. Mais s'il voulait rester en vie, ben, il se devait d'être capable de finir l'épreuve, du moins en avant de Max Verstappen. Max Verstappen fallait au moins qu'il termine 6e. Donc, il est couronné champion, ce Verstappen-là, pour une 3e saison consécutive, croyez-le ou non, depuis 2021. Il avait gagné son premier titre, 2022. Et là, maintenant, 2023, il a déjà gagné 3 titres de champion du monde. Et la statistique est sortie depuis que Lewis Hamilton a gagné une course. Donc, depuis la dernière course où que Lewis Hamilton a gagné un Grand Prix, bien Max Verstappen a déjà remporté 3 championnats du monde. On n'aurait jamais cru ça en 2021 quand la bagarre était vraiment au sommet entre les deux, de penser que, surtout certains partisans qui pensaient que Max Verstappen ne reviendrait peut-être jamais champion du monde, mais si on leur avait dit, ben, il va en gagner 3 titres avant que Lewis Hamilton réussisse à récolter une autre victoire en Formule 1. Il y en a bien qui auraient mis leur maison, leur chien, puis leur voiture là-dessus, que ça arriverait jamais, puis finalement, pourtant, on en est là. Voilà pourquoi il ne faut pas cacher sur le sport. Et là, c'est ça. Verstappen, ben, un 3e titre, il vient rejoindre quand même une classe assez prestigieuse. Là. Il y a Sir Jack Brabham, Sir Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, puis Ayrton Senna. Ce sont tous des pilotes qui ont remporté 3 fois des titres de champion du monde. Il y a aussi tous ceux qui ont remporté des titres à 3 saisons consécutives. Donc, comme ils viennent de le faire, il a remporté 3 titres consécutifs. Eh bien, ceux qui ont fait ça par le passé, les Sebastian Vettel, les Lewis Hamilton, les Michael Schumacher, les Juan Manuel Fangio, eh bien, tous ces pilotes-là ont réussi à en récolter au moins 4 de suite ou même plus. Alors ça va être intéressant de suivre. Est-ce que c'est Verstappen qui va venir casser cette chaîne-là ou il va réussir à poursuivre? Pour l'instant, sur l'élan qui est, à moins que McLaren continue de performer, mais même là, à égalité, je pense que Verstappen va avoir quand même le dessus et risque de remporter possiblement peut-être, ou du moins être en lice pour remporter un 4e titre la saison prochaine, de voir est-ce qu'il va réussir à rejoindre Michael Schumacher et d'en gagner 5 d'affilée, parce que Schumacher est le seul à en avoir gagné 5 d'affilée, donc ça reste à voir, ça va être intéressant à suivre dans les prochaines saisons. Donc, content pour lui, il mérite. Il y en a qui sont déçus parce que c'est plate, il a dominé tout ça, mais les airs de domination, ça fait partie du sport. Je pense qu'il faut juste s'asseoir et admirer ça, qu'un pilote est capable de rouler à l'avant de tout le monde. Et c'est la quasi-perfection. Il n'y a pas d'erreur. Il y a pas si au moins le gars, de temps en temps, mettait une roue dans un bac à gravier ou sur un gazon, perdait la voiture, peut-être que ça alimenterait le spectacle, mais il n'en fait pas d'erreur. Il donne rien à ses adversaires. Le vendredi, c'est lui qui est le plus rapide. Le samedi, il poursuit là-dessus. Chaque fois qu'il met la voiture en piste, il donne le spectacle. Il va au maximum. Durant la course sprint, c'était la même affaire. Il aurait pu juste se contenter et dire non. Moi, en autant que je termine la course quand je suis champion du monde, encore plus quand Perez a sorti, on aurait pu lui demander, on l'a même pas osé lui demander parce qu'on sait déjà ça aurait été quoi la réponse, mais il aurait pu juste lever le pied, laisser aller passer la ligne d'arrivée puis être couronné champion, mais il voulait gagner cette course-là, il voulait absolument terminer premier, il est allé à fond jusqu'à la fin, donc respect à Max Verstappen pour ses accomplissements, seulement 26 ans, triple champion du monde, et puis ça ne risque de pas être son dernier, donc mais là, où est-ce qu'on regarde vers les statistiques de Verstappen? Il a dépassé Sébastien Vettel qui était à 739 tours pour une saison. Donc, il a roulé en tête 739 tours. C'était un record la saison 2011, Sébastien Vettel. Verstappen l'a surpassé, il est maintenant à 769. Il reste encore 5 Grands Prix à la saison. Donc, on peut déjà assumer qu'il va pousser ce record-là encore plus loin. Ensuite, il pourrait aussi rejoindre Sébastien Vettel au 3e rang de tous les temps pour le nombre de victoires. Vettel qui en a 53. C'est incroyable. Quand il avait dépassé Ayrton Senna en début d'année, jamais on n'aurait pensé que c'est en 2023 ça pourrait être atteignable pour lui de rejoindre un gars comme Sébastien Vettel. Là, dans 2 courses, s'il remporte les 2 prochains Grands Prix, ben, il va égaliser un gars comme Alain Prost. C'est pas n'importe qui dans l'histoire. Donc, il se positionnerait 4e au total. Puis après ça, comme je vous dis, terminer la saison peut-être devant Sébastien Vettel, 3e au total derrière Michael Schumacher et Lewis Hamilton pour le plus de victoires en Formule 1. Donc, on assiste à quelque chose, c'est un talent générationnel. Puis souvent, j'ai remarqué ça dans plusieurs sports, quand on assiste à une domination, que ce soit au hockey, souvent je fais
je nomme des équipes au hockey, mais il y a aussi les Bulls de Chicago avec Michael Jordan au basketball, les Red Wings de Détroit au hockey, le Canadien de Montréal qui a eu des airs de domination. Souvent, quand on est dans la domination, on ne remarque pas à quel point. Ça vient un peu nous trouver ça plate. On espère que d'autres équipes gagnent tout ça. Puis souvent, c'est quelques années après, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, qu'on regarde sur le passé et qu'on dit « Wow, ça c'était incroyable ce qu'il a accompli ». Je me rappelle même, pas plus loin, Michael Schumacher, quand Schumacher gagnait ses Grands Prix, quand il en a gagné 5 d'affilée, ses titres de champion du monde, il y en a qui trouvaient ça très fatigant, qui avaient hâte que Schumacher commence à en échapper puis ne gagne plus. Puis aujourd'hui, pourtant, quand on regarde ça puis on en parle, on trouve ça incroyable ce qu'il était capable d'accomplir, puis on dit qu'il était l'un, si pas le pilote le plus grand de tous les temps. Donc, même chose pour Lewis Hamilton. Quand on vivait l'ère Lewis Hamilton puis l'ère Mercedes, on trouvait ça, il y en a qui trouvaient ça plate, il y en a qui critiquaient le moment, puis pourtant, aujourd'hui, il y en a qui voudraient revenir, qui voudraient revoir Lewis Hamilton dominer comme il dominait dans ce temps-là. Donc, faut en profiter un peu, ça arrive pas souvent, c'est pour ça qu'on appelle ça que c'est des talents générationnels qui sont capables de dominer et d'en gagner aussi souvent consécutivement. Quand on voit là seulement 5 pilotes dans 3 titres, et puis des titres consécutifs, il n'y en a pas tant que ça du monde qui en ont gagné 3 grands prix. Je vous les ai nommés tantôt. Donc, c'est des personnes, c'est des talents très particuliers, c'est des personnes qui sont des légendes du sport. Donc, il rentre, il met son nom à côté d'eux autres et puis faut l'acclamer pour ses accomplissements, lui et bien sûr son écurie Red Bull. C'est ce qui complète le samedi. Maintenant, passons au dimanche de course au Qatar. Donc, la journée de dimanche commence comme celle de samedi avec une annonce de Pirelli qui informe le public et les écuries de Formule 1 comme quoi il y aura un temps limite à faire sur les pneus. Quand je parle de temps, c'est un nombre de tours qu'on impose aux écuries. Donc, après l'analyse sur les pneus qui ont été utilisés lors de la course sprint pendant 19 tours du samedi, une course grandement affectée par 3 voitures de sécurité. Donc, à ce moment-là, vous savez, les voitures roulent à plus basse vitesse, donc on use moins les pneus, mais on a quand même vu que c'était alarmant, donc on a voulu pas prendre de chance et on a imposé aux équipes un maximum de 18 tours pendant le Grand Prix. Donc, qu'est-ce que ça vient imposer aux écuries, ça? Qu'est-ce que ça vient lancer comme complexité à l'épreuve? Bien, ça fait beaucoup de gestion, mais ça fait aussi que ça devient une game de poker pendant que tout le monde connaît nos cartes. Donc, normalement, on a nos mains, on a notre jeu en main, puis on le cache, puis nos adversaires, ben, on essaie de plus ou moins dévoiler ce qu'on a sous la main. Mais là, c'était tout le contraire lors du Grand Prix. Tout le monde savait ce qu'on avait sous la main, puis tout le monde savait exactement quand, à peu près, tu devrais arrêter. C'était intéressant quand même à voir. C'était spécial et non, je ne fais pas partie des gens qui voudraient voir ça être imposé pour toujours. Là, de voir comme Max Verstappen doit s'arrêter avant le tour 31. Là, on voyait Lando Norris avant le tour 19. On savait exactement que là, il n'y a pas le choix, il faut qu'il arrête, c'est là. Puis on est obligé vraiment de maximiser notre temps sur la gomme parce que si on commence à dire ben moi je vais faire un peu moins de tours sur lui, ben là à longue tu vas manquer de gomme, tu vas être obligé de faire un arrêt. Ou si tu décides de rester trop longtemps sur tes pneus, ben tu vas avoir une pénalité parce que là, c'était ça qu'on imposait. Un tour de trop sur les pneus, ça en fait plus que 18 tours, c'était disqualification. Donc, ça faisait énormément de gestion. Pour les écuries aussi, du côté stratégie, ben, de savoir un peu qui est sur quoi et combien de temps ils vont s'arrêter. On avait ces données-là, mais il fallait être capable de toutes les analyser. Finalement, ça n'a pas donné vraiment de stratégie. Il n'y avait pas vraiment de place à faire des stratégies incroyables. C'était plus mettez vos pneus, roulez à fond. Ça venait aussi là à cause de la façon de la configuration. On parle de le nombre de tours qu'on avait à faire. Donc, on avait une distance de 57 tours environ. Ouais, je pense 57 tours. Donc, avec 18 tours sur chaque pneu, ben, ça venait officialiser, même si c'était pas obligatoire, ça venait officialiser que tous les participants allaient faire au moins 3 arrêts. Donc, on avait besoin de 4 trains de pneus minimum. Un train pour s'élancer sur la grille de départ. Un train pour notre premier arrêt, parce qu'après 18 tours, il faut arrêter. Ensuite, un autre train, puis un 3e train. Donc, ça donnait 3 arrêts au total, 4 trains. Qui était le plus avantagé, c'est Max Verstappen, parce que lui, eh bien, il avait des pneus qui étaient pratiquement pas usés. Parce que là, ce qu'il fallait prendre en considération, c'est qu'un gars comme Lando Norris, admettons, ou même Lewis Hamilton, qui avait utilisé beaucoup de gomme au cours du week-end, un week-end sprint, on n'a pas oublié, un week-end donc où on utilise beaucoup de gomme, mais si on voulait les mettre sur les pneus, si on avait roulé 2 tours en sprint, admettons, ça c'est impossible, mais si on avait fait 2 tours en qualification sur ce train-là, automatiquement, notre train était rendu qu'on pouvait seulement en faire 16. C'était comptabilisé, ça. Parce que ça fait partie de l'usure du pneu. Donc, Verstappen, lui, était chanceux. Il avait un train
trains de 17, 2 trains de 18, puis un autre train de 17. Donc, ça lui permettait de faire énormément de tours, de se rendre au maximum. Il y en a d'autres qui n'avaient pas cette latitude-là. Un gars comme Lando Norris, il a fallu qu'il arrête, je pense, après 16 tours sur un de ses trains. Un autre, après ça, c'était 15. Ça venait un peu compliqué sa course, vu qu'il s'élançait de la 10e position pour le Grand Prix dimanche. Donc, si tout le monde avait ce genre de petites choses-là à composer avec, Lewis Hamilton, ça n'a pas été un problème parce que dès le départ, si vous vous rappelez, les deux Mercedes partaient derrière la Red Bull de Verstappen. Mais dès le départ, Lewis Hamilton a tenté un drôle de dépassement par l'extérieur, quelque chose d'assez particulier. Puis finalement, il a accroché George Russell. Là, tout d'un coup, il a dit au micro, je me suis fait sortir par mon coéquipier. C'était vrai, il s'est fait sortir par son coéquipier, mais c'est pas nécessairement la faute du coéquipier, c'est plus Lewis qui s'est rabattu sur lui. Si on regarde la reprise de l'intérieur de la voiture de Russell, ben, c'était impossible pour lui de le voir. Par exemple, Lewis Hamilton a vu la reprise comme tout le monde, et puis il s'est rendu compte, il s'est rendu à l'évidence, il s'est excusé à George Russell après. Et puis, il a pris le tort, il a dit, c'est de ma faute que vous voulez. Mais est-ce que ça va se reproduire? Ben oui, j'en doute pas, parce que c'est la façon de courser de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est un gars qui va all-in, il pense pas nécessairement aux autres lorsqu'il est en piste, et c'est ce qui fait son talent aussi. C'est un gars qui ne fait pas de compromis, il a vu un gap, il est allé pour le gap, et puis il n'y en avait pas vraiment un, mais lui, il en a vu un, mais il a décidé d'y aller. Puis comme Ayrton Senna a déjà dit, c'est la journée que tu arrêtes d'aller pour des gaps, mais tu n'es plus un courseur automobile. Eh bien, il a décidé d'y aller, il a vu, c'est peut-être sa seule opportunité. Il était déjà grincheux sur la grille de départ, je ne sais pas si ça peut expliquer dans l'état mental où il était, pourquoi il y a eu un accident à peine 30 secondes après ce commentaire-là, mais sur la grille de départ, il disait déjà, je suis en soft, parce qu'on n'avait pas le choix de le faire partir en gomme tendre, à cause de la situation des pneus que je vous ai expliqué, qu'il n'y en avait pas beaucoup à sa disposition. Et bien là, il disait I'm a sitting duck, tu sais, je suis un canard assis. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction en français. Si vous en avez une, vous me l'enverrez. Mais c'est une façon de dire que je vais me faire rattraper par tout le monde. C'est ça. Je vais être plus lent que tout le monde. Je vais être assis là pendant que les autres vont me passer. C'était sa façon. Pourtant, sur les softs, il serait plus rapide au départ, sauf qu'il comprenait, on l'avait vu en course sprint, l'usure était tellement élevée sur le circuit de Lausanne qu'après à peine quelques tours, il se retrouverait dans la même situation que Russell s'est retrouvé dans la course de samedi, c'est-à-dire tu prends l'avance, mais après ça, tout le monde vient te rejoindre parce que tu n'en as plus, ça tient plus. Puis à ce moment-là, ben, c'était le seul pari qu'on pouvait prendre chez Mercedes. Donc il était déjà dans un mauvais état d'esprit sur la grille de départ, puis à peine quelques secondes plus tard, ben, il était en collision, puis sa course était terminée, il était dans le bac à gravier. Je pense qu'il a même traversé la piste, si on a vu les images aussi. Ça, je suis surpris, on n'a pas eu d'autres indications versus ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est dangereux, mais je suis certain qu'il y a eu un avertissement quelque part, là, qu'on a noté ça, parce qu'il a traversé la piste pour se retrouver, pour retourner au paddock plus rapidement. Normalement, on ne veut pas que les voitures qu'on fasse ça, surtout pas quand les voitures sont toujours en piste en train de rouler derrière une voiture de sécurité. Donc, c'est ce qui a mis fin au week-end de Lewis Hamilton. Les Mercedes, on en a parlé la semaine dernière, ben j'en ai parlé la semaine dernière, puis la semaine d'avant aussi, qu'il se tramait quelque chose entre ces deux pilotes-là, parce que non seulement la tension monte, mais il y a aussi le fait qu'on ne travaille pas en équipe. Encore là, on vient de bousiller une belle opportunité. On avait peut-être l'opportunité de remporter ce Grand Prix-là, entre parenthèses, chez Max Verstappen, Red Bull, pas facile à atteindre. On avait quand même les deux Mercedes derrière lui. On aurait peut-être pu enfin travailler en équipe, travailler ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Ça fait déjà quelques week-ends que c'est la même histoire. On travaille plutôt, on se tire dans le pied chez Mercedes à la place d'essayer de faire des stratégies d'équipe. Là, à ce moment-là, ben, ça a été la même chose. Il a bousillé la course à George Russell en pensant à lui et il a bousillé sa course à lui. On a fait moins de points. Il était dans une course au championnat pour essayer de rejoindre, mais il est toujours dans une course au championnat pour essayer de terminer deuxième, rejoindre Sergio Perez. Sergio Perez n'avait pas un gros week-end jusque-là, donc c'était une opportunité aussi. Il y a aussi le fait qu'on se bat avec Ferrari. Il y a le fait que McLaren n'arrête pas de mettre de la pression. C'est peut-être inatteignable de rejoindre Mercedes cette saison, mais quand même, il faut essayer de conserver, de garder les voitures en piste. On ne peut pas jouer un contre l'autre. On a assez de compétition présentement pour être la deuxième écurie. Là. C'est rien de donné. Là. Un week-end, c'est McLaren, un week-end, c'est Ferrari. Donc, on n'a pas besoin de se battre entre nous autres. On a assez d'adversaires potentiels présentement pour en avoir plein les bras, qu'on n'est pas obligé de se mettre des bâtons des roues, vice-versa, là, autant du côté de Russell qu'Hamilton. Mais ça fait quand même 2 fois qu'Hamilton provoque ce genre d'erreur-là. À Singapour, je reviens à dire, s'il laisse un peu plus de lousse à Russell, puis on décide de travailler en équipe, sûrement que c'est un doublé Mercedes, puis on devient la seule autre écurie à part Ferrari à battre Red Bull lors d'un Grand Prix.
oui, c'est arrivé en fin de semaine, mais c'était lors de la sprint avec McLaren. Je parle de lors d'un Grand Prix. Ferrari, la seule écurie à avoir battu Red Bull cette année. Ça aurait dû être Mercedes qui aurait dû avoir ce titre-là, mais on a décidé d'y aller de façon un peu égoïste, de vouloir tout avoir, puis finalement, on n'a pas eu grand-chose. Là, c'est un peu la même situation. C'est un peu la même situation présentement avec ce qui s'est produit lors de la course du week-end, de dire on essaye d'y aller, de prendre la tête, on pense pas vraiment à travailler en équipe, puis finalement on se ramasse qu'on n'a pas grand-chose. Fait que ce qui est arrivé dans le classement, c'est Max Verstappen qui a remporté déjà une 14e victoire cette saison. Son record, il va probablement réussir à le battre. Est-ce qu'il va réussir à égaliser le record de Michael en nombre de courses? Disons qu'il y a des records, là, il y en a une page pleine pour Max Verstappen. Autant ce qu'il a réalisé cette année, mais c'est aussi ce qui reste possible sur la table à réaliser. On en parlera peut-être dans un autre épisode ou sur une chronique sur notre page Facebook, sur F1 Podcast. Deuxième, Oscar Piastri. Un week-end de rêve pour lui. Victoire en sprint, fini deuxième. Il est vraiment sur une lancée. Lando Norris qui doit, encore une fois, se contenter de rester à l'arrière. On est allé avec des consignes d'équipe pour McLaren lors du week-end. On a demandé à Norris, si tu rejoins Piastri, tu ne le dépasses pas, reste en arrière de lui. Mais Norris n'était pas nécessairement satisfait de ça, posait des questions, pourquoi qu'on fait ça, je veux me sauver de George, parce que George, lui, a roulé deuxième un petit bout, il a réussi à remonter, très belle course de George Russell, malgré l'accrochage avec Lewis Hamilton, il a réussi à remonter, donc il a très très bien travaillé pour remonter le peloton, mais en fin de course, il fallait qu'il arrête. Il a mis les gommes tendres, puis finalement, il s'est contenté de juste conserver ses pneus plutôt d'attaquer. Il y avait aussi le fait qu'il était exténué dans la voiture. Si on en reviendra, les conditions au Qatar en fin de semaine, c'était dangereux, la chaleur et tout. Ça a vraiment causé des problèmes à plusieurs pilotes. Là, il y a une liste pleine de pilotes qui ont été incommodés par ces conditions-là. Donc, troisième, c'est Norris. Quatrième, Russell. Cinquième, Leclerc. Sixième, Fernando Alonso. Ou encore... Aston Martin, on s'en est tiré pas si pire. Esteban Ocon 7e. Valtteri Bottas, 8e. Encore ce que... Monsieur Lance Stroll a eu une pénalité, mais il y a aussi... Non, Lance Stroll n'a pas eu de pénalité, c'est Sergio Perez, lui, qui a été collectionné les pénalités là, pendant la course. Là. Vraiment, encore un week-end à oublier. Là. Sergio Perez, là, à toutes les fois qu'on pense qu'il a atteint le plancher, là, il réussit à aller encore plus bas. Là. Ça va vraiment pas bien de son bord. Donc, Bottas, je vous disais 8e, 9e, Joe, très belle course de Joe, quand même réussi à aller d'un point. 10e, Sergio Perez collectionnait les pénalités. Lance Stroll plutôt, lui 11e, 12e, c'était Pierre Gasly, Alexander Albon 13e, 14e pour Kevin Magnussen, 15e pour Yuki Tsunoda, 16e Nico Hülkenberg, et puis 17e c'était Liam Lawson, mais Liam Lawson il n'a pas fini 17e, il n'a même pas terminé la course. C'est là que ça a commencé. Liam Lawson, là, ce qui arrive au Qatar, c'est qu'on va déplacer la course, ça fonctionnera plus, là, ça. C'est trop chaud. On avait déplacé la Coupe du Monde qui se passait au même endroit parce que justement, on avait peur de la chaleur, on avait peur qu'il y ait des problèmes de santé chez les athlètes. Donc, on avait décidé de déplacer cette Coupe du Monde-là au mois... c'est en février qu'on l'a tenu. Je pense que c'est en février. Je suis pas le meilleur, je suis pas le plus grand fanatique de soccer, donc mais je sais qu'on l'avait déplacé. Là, on veut faire la même chose. La saison prochaine, on s'en va là en décembre parce qu'il fait énormément chaud. C'est la course qui a été la plus demandante. On avait dit Miami, c'était une course très demandante. On avait Singapour, puis là, on avait placé Lausanne aussi, comme quoi qu'elle serait potentiellement la plus demandante physiquement, et ça a été le cas. Ça a été même dangereux. On a joué avec le feu du côté de la Formule 1, pas juste avec les pneus, mais aussi sur la chaleur, les conditions que les pilotes avaient à subir en dedans. Pour vous faire un rapport court, là, il y a Fernando Alonso qui a été brûlé sur son banc. Il y a Esteban Ocon, si vous êtes en train de manger, ben prenez une petite pause. Il a vomi dans son casque à 2 reprises. Je ne sais pas comment il a géré ça. Là. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais on n'a pas eu les détails. On n'a pas eu de photos non plus. Dieu merci. Mais il a été obligé de laisser tomber, de s'alléger de poids à 2 reprises pendant cette épreuve-là, à cause qu'il était incommodé par la chaleur, à cause de non seulement il y a la chaleur externe, il y a la chaleur que le moteur produit, déjà avec nos combinaisons anti-feu, donc tout ça mixé ensemble, là, vous le doutez bien, il n'y a pas d'air climatisé dans une Formule 1, parce qu'on veut limiter le poids. Donc tout ça mis ensemble, plus des fois on va même limiter, on ne mettra pas d'eau au pilote, parce qu'encore là on veut sauver du poids. Donc c'est vraiment des conditions qui sont pas faciles. Pour les gens qui pensent que la course automobile n'est pas un sport, là,
Premièrement, si vous pensez ça, je pense pas que vous écoutez un podcast de Formule 1, mais si jamais vous connaissez, que vous avez un proche quelque part qui pense que la Formule 1 n'est pas un sport, là, vous demanderez quand tu es capable de passer 1 heure et demie avec un rythme cardiaque au-dessus de 170, là, si c'est pas un sport, je sais pas comment vous appelez ça. En plus d'être capable de subir des températures comme ça, là, comme on a vu pendant le week-end, là, chapeau à ces gars-là. Puis c'est même pas quelque chose qu'on devrait essayer de reproduire parce qu'on a vraiment passé proche de la catastrophe. Là, je vous nommais la brûlure d'Alonso, je vous nommais Ocon qui s'allège pendant le Grand Prix à 2 reprises. Ensuite, on a Sargent qui arrête en plein Grand Prix, qui dit « Moi, là, je suis plus capable. » Et on le voit ralentir en pleine piste, se tasser, laisser passer les autres, demander à son écurie quand moi je m'en viens. Puis on a bien joué hein, chez Williams, on a dit c'est à toi que ça revient, Logan. On te demande pas. On n'a pas essayé de dire fais un autre petit tour, regarde comment tu te files, mets une main dans le vent, ouvre ta visière. On n'a pas donné des trucs comme ça, on a juste dit gars, c'est toi, si tu files pas, viens-t'en. Puis là, il l'a ramené au puits, puis là, ça a tout pris pour sortir de la voiture. Il était vraiment, vraiment en mauvais état. Lance Stroll a dit que dans les derniers tours, avec les forgés, la chaleur, il voyait embrouiller dans chaque virage, il pensait perdre connaissance. Sa pression descendait, il faisait de la basse pression. Là, après ça, on a vu Alexander Albon pas capable de sortir de sa voiture. Même chose pour Stroll. Il y a plusieurs pilotes qui se sont ramassés à l'infirmerie. Il y en a qui, selon les dires de Lando Norris, il y en a qui ont perdu connaissance dans l'infirmerie. Il y a Oscar Piastri qui était assis proche du podium. Après ça, il est allé dans la salle qu'on appelle ça le cool down room, là, la salle pour décompresser après le Grand Prix. Ben, il s'est couché à terre peut-être pour aller chercher un peu de fraîcheur sur le plancher. Et même Max Verstappen là, qu'on voit rarement est affecté par de la chaleur. La dernière fois, je me rappelle de l'avoir vu dans un état semblable à ça, c'était au Grand Prix de Miami. Pas cette année, l'année passée, qu'il semblait vraiment exténué à la fin du Grand Prix. C'était très, très chaud. Puis tu voyais que normalement, ses traits de visage avaient changé, il avait perdu énormément de poids. Lui, c'est rare qu'on le voit affecté par ça. Mais lui, la même chose, il est allé s'asseoir à terre dans la salle, donc ça en dit beaucoup. Lando Norris semblait très, très bien, semblait en grande forme. Ça, c'est tous des signes hein, qu'on voit que les pilotes, ils travaillent leur conditionnement physique. On sait, on se préparait pour la deuxième moitié. Après la pause, on se préparait pour Singapour, on se préparait pour Lausanne. Puis on voit les pilotes d'expérience. Moi, j'ai toujours reproché à ça à Lando Norris. Et oui, Lando Norris, on le regarde, il a l'air en grande condition physique, mais j'ai toujours trouvé que plus que la saison avançait, depuis qu'il est arrivé, c'est pas un gars qui a un gros format, qui n'a pas nécessairement une grosse charpente. Je vois toujours que ses performances diminuaient après la mi-saison à cause qu'ils suivent la cadence. C'est ça qui est pas évident. Quand on parle là que le sport est capable d'aller en Formule 1, c'est pas donné à tout le monde, ça prend des conditions physiques extrêmes, mais ça aussi, juste de faire une saison de Formule 1, puis de garder la même constance du début à la fin, d'être prêt physiquement à tout ce voyagement-là, à tout ce que ça demande sur le corps, eh bien ça aussi, faut préparer. Il y a de la préparation physique à faire pour ça. Et puis des fois, les pilotes arrivent en Formule 1, ils pensent qu'ils sont capables de le faire, mais après 10, 15 courses, c'est là que leurs performances vont commencer à descendre parce qu'on n'est pas capable de garder ce rythme-là, ce régime-là qui est imposé tout au long d'une année. Hein. Il n'y a pas de pause en Formule 1 pratiquement là, parce qu'on a commencé le championnat au mois de mars, puis au mois de mars qu'on a commencé, puis là on s'en va finir ça jusqu'à la fin novembre, début décembre. Donc c'est vraiment pendant pratiquement 1 an de temps qu'on impose ça à notre corps, puis après ça, petite pause, puis on recommence déjà. Donc un gars comme Logan Sargent, à sa première saison, pas surprenant de le voir diminuer puis pas être capable de terminer le Grand Prix. C'était très, très demandable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on déplace le Grand Prix, mais il y a aussi eu une autre chose qu'il faut prendre en considération. Pourquoi c'est devenu si dur que ça lors du week-end? Il y a le fait des pneus. La fameuse histoire Pirelli. Ce que ça l'a imposé, c'est que normalement, on protège nos pneus. Donc, on fait du tire management qu'on appelle en anglais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu protéger notre gomme pour essayer de se rendre plus loin, de se rendre à terme. Là, on n'en a pas fait lors du Grand Prix. On a roulé à fond constamment parce qu'on savait qu'au bout de 18 tours, c'était le temps d'enlever les pneus puis c'était le temps de passer à d'autres. Donc, les pilotes n'ont pas eu à ralentir, à lever le pied, à gérer leur course. Les pilotes étaient à fond constamment, beaucoup de virages, grande chaleur. Donc, prendre les forgés constamment, pas de moment. Quand je dis relaxer, il y a des parenthèses parce que même quand on lève le pied juste pour une demi-seconde, c'est encore très demandant à l'intérieur d'une voiture. Mais là, on était vraiment obligé de pousser à fond et d'aller au maximum de nos capacités et des capacités de la voiture et de la capacité des pneus. Donc, ça a été un facteur qui a joué aussi dans pourquoi la course était si compliquée que ça. Comme les dires de Bottas a dit que c'était une torture à l'intérieur des voitures. Donc, au moins, ça risque d'être corrigé. On va, en ayant le Grand Prix en décembre, espérant que ça règle tout le problème et que ça ne se reproduise jamais, parce qu'on a vraiment évité la catastrophe de peu.
C'est ce qui conclut le dimanche de course. Maintenant, passons à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. La première question nous vient de Zachary qui nous demande pourquoi est-ce que les moteurs de Formule 1 produisent des étincelles à l'arrière de la voiture. Eh bien, merci beaucoup Zachary pour cette question, mais ce n'est pas les moteurs en tant que tels qui produisent ces étincelles spectaculaires 2 fois plus visibles sur des circuits de soir, comme on a eu la chance de voir le week-end dernier au Qatar, mais c'est plutôt une barre en titane positionnée en dessous de la voiture, aussi appelée le patin, qui vient protéger la planche qui sert de fond à la monoplace. Lorsque la voiture reçoit un stress provoqué par l'aérodynamisme, une forme de charge qui vient faire descendre la voiture, plutôt que la planche reçoit le choc sur l'asphalte, c'est plutôt la barre en titane qui va faire le travail de protection. Le titane est choisi pour sa durabilité, mais aussi parce que c'est très léger. Malgré que c'est très durable, les barres sont inspectées entre chaque Grand Prix au millième près et si on s'aperçoit qu'un seul millimètre aurait disparu, elle est aussitôt remplacée par une flambant neuve. La deuxième question nous vient de Roger de Mont-Laurier qui nous demande à 42 ans, est-ce que Fernando Alonso est le plus vieux pilote de l'histoire en Formule 1 et s'il gagnait, est-ce qu'il deviendrait le plus vieux de l'histoire à remporter un Grand Prix? Eh bien, pour ce qui est de remporter un Grand Prix, eh bien non, le record revient à Luigi Fangioli qui avait gagné à 53 ans, 22 jours le Grand Prix de France de 1951. Et pour ce qui est du plus vieux à avoir couru en Formule 1, non plus, il n'est pas proche encore, c'est Louis Chiron, le Monégasque, qui avait participé au Grand Prix de 1955 à l'âge de 56 ans. Et il s'était réessayé à l'âge de 58 ans et 277 jours, mais il n'avait pas obtenu sa qualification pour le Grand Prix de Monaco. Ce n'est donc pas pour rien qu'on le surnommait le Vieux Renard. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 9 octobre. En terminant, une petite mention, question de vous faire sourire et de rappeler des bons souvenirs à quelques-uns d'entre vous. Hier, le 8 octobre, c'était l'anniversaire, déjà 45 ans, du Grand Prix du Canada 1978. Et quand on dit 1978, on pense tout de suite à notre héros national, Gilles Villeneuve. Donc déjà 45 ans depuis sa première victoire. Il est toujours aussi le seul Canadien à avoir gagné un Grand Prix de Formule 1 à Montréal, au Grand Prix du Canada. Donc, petite pensée pour lui et aussi une pensée du fait que, ah oui, on faisait des Grands Prix au mois d'octobre avant, et oui, on en faisait au mois d'octobre. Et si on repense à la journée de dimanche que ça avait l'air, ben heureusement qu'on n'en fait plus là pour les partisans parce qu'il pleuvait pas à peu près puis c'était pas chaud. Donc, merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera lundi. D'ici là, bonne semaine!